Book haul. Au moment où vous me voyez, là, il n'est pas tout à fait 6 heures du matin et je pars pour le salon du livre. Vous me voyez-tu à la face? C'est épouvantable. J'ai l'air à moitié morte. Il faut que je veuille. Il faut que je veuille. Ça doit faire 2 heures que je me suis pas levée à cette heure-là. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et j'arrive tout droit du Salon du Livre de Québec. On va pas se le cacher, moi les salons du livre, j'aime ça. Depuis les débuts du blog, et là ça fait 16 ans, moi je fais chaque année Québec, Montréal et Saguenay, bien entendu, parce que je suis au Saguenay. Et depuis le temps, on va se l'avouer, je connais plein de monde, il y a des livres partout et je passe des moments fantabuleux. Cette fois-ci à Québec, c'était pas une exception. D'abord, j'aime la ville de Québec. Se promener dans le vieux Québec, c'est trop cool. Et c'est en relisant mes anciens billets post-salon du livre que j'ai finalement décidé d'y aller quand même au salon parce que j'étais un petit peu fatiguée, je savais pas trop qui allait être là. Puis entendons-nous là, à part une blogueuse, une bookstagrammeuse ou une booktubeuse, il y a personne qui est capable de m'endurer d'un salon du livre. Je suis tout le temps arrêtée. Puis si je suis avec quelqu'un, là, c'est clair que je vais regarder tous les livres et dire « Ah, lui, là, je l'ai lu, j'ai vraiment aimé ça. Lui, tu l'as-tu lu? Ah, lui, je l'ai lu, mais pas trop en fait. Toi, écoute, c'est non-stop. » Puis parce que j'ai un grand talent, je finis toujours par recommander des livres à des gens qui m'ont absolument rien demandé. Je suis pas endurable. Malgré tout, ce que je préfère dans les salons, ce sont les gens, ce sont les rencontres. Parce que, comme je vous disais, ça fait plusieurs années que je blogue, plusieurs années que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, on a créé des liens avec les gens des maisons d'édition. On se parle toute l'année par mail ou par Instagram interposé. Donc, se voir en vrai, c'est chouette. Ça permet de se connaître davantage. Ça leur permet à eux aussi de cerner les goûts littéraires des gens à qui ils envoient des livres. Tu sais, j'imagine que ça doit être rassurant, pareil, de savoir que non seulement on les lit, mais savoir un peu ce qu'on aime. Ça leur permet de nous envoyer des trucs auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé, mais qui risquent de nous plaire parce qu'ils nous connaissent un petit peu. Donc pour ce salon en particulier, parce que c'est pas tout le monde qui est là à Québec, je voudrais dire un merci particulier pour les bons moments aux gens d'Interforum avec qui on a ri pendant plusieurs heures. En fait, je suis arrivée à 11h30, à 1h30 quand les flots de l'après-midi sont arrivés, là, parce qu'on était vendredi. Je sais pas si vous savez, le vendredi dans un salon du livre, le matin puis l'après-midi, il y a des hordes d'enfants dans des groupes scolaires qui te passent entre les jambes. C'est pas le meilleur moment. C'est pauvre prof qui doit gérer 30 flots d'un salon du livre. Je les accuse de rien, là, mais c'est quelque chose en tant que visiteur. Donc, tout ça pour dire que de 11h30 à 1h30, j'ai pas bougé du kiosque d'Interforum parce qu'on placotait avec tous les gens qui étaient là. Il y avait plein de bookstagrammeurs qui étaient là en particulier. Ça m'a fait un plaisir fou de vous rencontrer. Je vais mettre des petites photos, mais je vous nommerai pas toutes nécessairement parce que on était plusieurs puis j'ai réalisé qu'il y en a plein que je connaissais pas. Je dois pas utiliser les bons hashtags pour les trouver. Mais ça crée des liens et ça, c'est chouette. Et l'année prochaine, on a regardé ça, on va se faire des macarons qui vont nous identifier. Comme ça, entre nous, on va savoir qui c'est qu'on est. Et ça, c'est top. Merci aussi à la gang de la boîte de diffusion qui avait des grosses dédicaces. Il y avait une job de fou, ils couraient partout, ils ont pris le temps de nous jaser. Chez Gallimard, il y avait la petite présentation habituelle du Salon du Livre de Québec. Moi, il y avait du café. Tu sais, tu me dis, il y a du café, tu m'as, c'est clair.
J'ai passé l'avant-midi du vendredi à cet endroit-là. Ils nous ont montré des albums magnifiques. En fin de vidéo, d'ailleurs, je vais vous montrer les albums et je vous en montre quelques-uns. Et encore une fois, il nous est arrivé plein d'aventures, autant avec des vraies vedettes qu'en découvrant que j'avais fait un cosplay non intentionnel d'un roman de Philippe Besson. Bref, je ne regrette absolument pas ma visite au salon. Mes épaules et mon dos diraient peut-être autre chose. Vous avez vu la pile? Ouais, je l'ai transportée. Mais clairement, on recommence ça en novembre à Montréal et encore une fois à Québec en avril l'année prochaine. Le seul truc, par exemple, puis là, Salon du Livre de Québec, on se parle. Votre horaire. Sincèrement, il était impraticable. Moi, j'étais dans une chambre d'hôtel le vendredi soir. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait en après-midi comme signature, comme séance de dédicace, parce que je voulais savoir quand est-ce que je partais et dans quel parking j'allais. Bref, dans ma tête, là, c'était hyper important. T'sais, le parking, moi, c'est pas ma force. On va s'entendre. Genre, accidentellement, j'ai réussi un parking en parallèle en fin de semaine, mais ça fait 10 ans que ça m'était pas arrivé. Bref, je suis dans une chambre d'hôtel. Il y a des équipes de je sais pas trop quoi parce qu'ils ont fait un méchant party la nuit. Donc, le réseau Internet, il est moyen. Mais là, pour avoir accès aux gens en dédicace l'après-midi, il faut partir de 9h du matin et faire des voire plus, en sachant qu'à toutes les fois que tu pèses sur voire plus, il y a à peu près 10 dédicaces. En tout, il devait en avoir 3000. Je me suis jamais rendue à 2h de l'après-midi. Après 1 heure, on s'entend, l'Internet était lent, j'étais encore à 9h45. Pour moi, là, c'est le point à améliorer pour le salon l'année prochaine. Tu sais, je me rappelle, il y a 10-15 ans, il y avait quelque chose qui s'appelait des carnets du visiteur. Il y avait des super beaux documents, tu cliquais, et quand tu cliquais sur une dédicace, ça se rapportait dans ton carnet du visiteur. Alors, tu n'avais qu'à faire imprimer le dit carnet, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de truc sur le téléphone où on pouvait le voir direct, et tu arrivais au salon et tu savais tout ce qu'il y avait à telle heure que toi, tu voulais voir. C'était génial! Pourquoi vous reprenez pas ce concept-là? S'il vous plaît. Ça aiderait vraiment les personnes comme moi qui ont plein de gens à voir. C'est bon, j'ai assez placoté, je vous montre les livres maintenant. On commence par les romans adultes, ensuite on passe aux romans jeunesse, aux bandes dessinées et aux albums à la fin, vu que je le sais qu'il y a moins de monde qui s'intéresse. C'est dommage parce que sincèrement, les albums jeunesse, c'est tellement chouette. Moi, je passe des moments extraordinaires. C'est une autre histoire. J'ai 3 ans dans ma tête des fois. Question roman adulte. Vous voyez ma petite pile ici et je vais vous les présenter dans un ordre totalement logique, c'est-à-dire en ordre de grandeur du plus petit au plus grand. Question que ma pile ne s'effondre pas. Des fois, il faut avoir un petit côté pratique et s'en servir. Et là, j'espère que vous allez pardonner mon regard. J'ai un nouveau téléphone puis je sais pas où regarder, ok? Désolée. Donc, premier roman qui m'a été recommandé par Céline chez Interforum, il s'agit de Blizzard de Marie Vingrand. C'est un roman dont j'avais jamais entendu parler. C'est super court, ça se passe en Alaska, on est dans le blizzard et il y a une maman qui, quelques secondes pour attacher un lacet, lâche la main de son petit garçon. Elle se relève et le petit garçon n'est plus là. Ça semble donc être une course-poursuite qui va impliquer tout un village au bout du monde et j'étais très intriguée par tout ça. Puis j'essaie de vous montrer un peu mieux la couverture, mais Spotlight ne trippe pas. Le prochain roman, c'est totalement la faute de Jean-François Caron. Jean-François Caron est un auteur québécois. Il a écrit 2 romans que j'ai beaucoup aimés, c'est-à-dire Beau Diable et De Bois debout, qui avait été un méga coup de cœur. Donc, il me dit, si t'as aimé mes romans, va voir au stand Personnage mercredi soir. J'ai rencontré un auteur, je le connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam avant mercredi. J'ai acheté son livre, je l'achève, j'aime vraiment ça. Donc, parce que je suis un mouton, je suis allée et j'ai acheté Rivière aux cartouches, Histoire à se coucher de bonne heure, de Sébastien Bérubé. Il me l'avait vendu en me disant qu'il y avait un vrai jeu avec le langage du nord du Nouveau-Brunswick. Quand j'ai vu le livre, j'ai tripé sur la couverture. Je vous le montre un petit peu. Pourquoi je vous le montre de même? J'ai rien qu'à faire un zoom au montage. Je suis bien souffle. Et ce qui m'a décidé pour vrai, c'est que quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu le petit résumé, la dernière phrase, c'est « Puis si tu t'attends à un petit voyage tranquille, c'est définitivement pas la bonne place pour arrêter Tinker. » Et là, révélation. Tinker, ça veut dire mettre du gaz dans le char. En fait, c'est peut-être pas nécessairement plus clair ce que je viens de vous dire là. Faire le plein d'essence. Et j'avais jamais compris avant pourquoi ce qu'on disait tanker ou la tank à gaz. Spoiler alert, c'est un anglicisme et c'est moi qui est trop gnochonne pour pas avoir fait le lien avant. Mais quand je l'ai vu écrit ici, j'ai compris.
J'ai dit, écoute, ce mec-là m'a appris quelque chose aujourd'hui, je prends son livre. Donc, je l'ai pris, je suis super curieuse et en plus, la facture, ça, c'est super beau. Je suis très, très contente. Découragez-vous pas, là, j'ai pas d'histoire de même pour tous les romans. Un roman que j'ai attendu jusqu'à la dernière minute pour prendre, il s'agit de Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. C'est chez La Peuplade. La Peuplade, c'est une maison d'édition qui est à peu près à 15 minutes de chez nous. Ça vaut la peine d'être mentionné parce que j'habite un peu au bout du monde quand même. Ça fait hyper longtemps que je veux le lire, mais l'épaisseur me décourage un petit peu. J'étais en attente à la bibliothèque et il est en nomination pour le prix des libraires du Québec en québécois. Je voudrais le lire avant le 11 mai. Écoutez, c'est beau l'espoir, mais je suis encore super loin sur la liste d'attente. J'ai dit, bon, ben c'est bon, je vais le prendre. Et en plus, j'étais avec une bookstagrammeuse, celle qui avait une blouse verte, comme moi. Je sais plus qui. Oh mon Dieu, c'est horrible, je suis une mauvaise personne. Puis tu sais, je suis pas loin d'être prosopagnosique dans la vie, moi. C'est-à-dire que les visages, là, je suis nulle, je ne reconnais pas. Faut toujours que je regarde comment les gens sont habillés. Fait que là, j'ai beau retourner sur leur compte Instagram puis regarder leurs photos, ils sont pas habillés pareil. Fait que je sais pas plus qui est qui. Bienvenue dans mon calvaire. Donc, là-dedans, on est dans un 18e siècle alternatif sur une île qui s'appelle l'île 10. Il paraît que c'est du réalisme magique, ça parle de grandes aventures nautiques. Et sur l'île, il y a une seule personne qui sait nager, qui est notre personnage principal qui s'appelle Danae. Elle est orpheline et elle vit toute seule sur cette île où tout le monde est obsédé par l'honneur et le courage. Tout le monde qui l'a lu m'a dit, emprunte-le pas, prends-le parce que tu vas le vouloir chez toi après, donc... Encore une fois, je suis faible, je les ai écoutés et j'ai pris ce roman. Chez À lire, il y avait en dédicace cet auteur qui s'appelle Daniel Cernine qui vient de sortir Les Passerelles du temps, encore un roman avec temps dans le titre. Je pense que c'était la mode chez À lire ce mois-ci, en fait cette année. On est ici en post-apo, il y a une race extraterrestre qui a essayé de sauver la Terre et à un moment donné, il s'est bien rendu compte qu'on était trop cave, en tout cas. Tout le monde est parti, il reste 4% de la population qui vivent dans un genre d'état de mélancolie du monde d'avant. Et là, ça a l'air que ça s'en va dans des RPG, des jeux de rôle grandeur nature où ils se permettent absolument tout vu que de toute façon, ils ont pratiquement plus rien. J'ai un peu peur parce que ça dit ici que dans ces jeux de rôle, violence, meurtre éclatent sans retenue. J'espère juste que c'est pas trop gratuit. Mais j'ai lu des extraits, la plume m'a quand même plu, donc ouais, pourquoi pas. Je regardais pas à bonne place, hein. Ça se peut. Pour les 5 prochains romans, la grande coupable, c'est Céline d'Interforum parce qu'on a fait le tour du kiosque ensemble, puis elle m'a tellement vanté ces romans-là que j'ai pas eu le choix d'avoir envie de les lire. Parce que, imaginez-vous, elle sait être fort convaincante. J'ai donc pris Les filles comme nous, c'est de Daphne Pallassi Andreades, et on se retrouve à New York, dans le Queens, avec des filles métissées, des filles à la peau brune. Elles sont nées aux États-Unis, elles ont grandi aux États-Unis, mais elles tentent quand même de conjuguer leurs origines avec la société américaine. Donc, amitié féminine, passage à l'âge adulte, tenter de se trouver une place, moi ça me parle, et le résumé m'a beaucoup rappelé Another Brooklyn, un roman que j'ai lu il y a pas si longtemps et que j'ai beaucoup aimé. C'était cette fois-là à Brooklyn dans les années 60, mais c'était un petit peu la même chose. Des jeunes filles noires qui étaient amies à la vie, à la mort et qui avaient des évolutions différentes, donc ça m'a parlé vraiment pour ça. Elle m'a donc fortement recommandé Une histoire vraie de Erik Larson. C'est un auteur que j'ai déjà lu, j'avais lu entre autres Le diable dans la ville blanche, Dans le jardin de la bête me semble aussi, me semble. Mais lui ce qu'il fait, c'est qu'il prend des faits réels. Bon, il les arrange un petit peu, mais il les rend tellement romanesques. Dans Le diable dans la ville blanche, c'était un meurtrier en série pendant l'exposition universelle. Et là, nous nous situons sur une petite île du golfe du Mexique, l'île... Je sais pas quelle île, mais c'est la ville de Galveston. On est à la fin du 19e siècle et on est avec un météorologue qui s'appelle Isaac Klein. Et lui, il dit au départ, il n'y a aucun danger sur cette île-là. Sauf que, peut-être pas... 8 septembre 1900, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Il y a un typhon de fou qui s'annonce. On est dans les catastrophes naturelles. On est avec des gens qui voudraient contrôler la nature. Et j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui vont vouloir au météorologue parce que peut-être que ces prédictions ont coûté la vie à quelques personnes. Quelques milliers de personnes. Il paraît que c'est génial, qu'il y a un suspense incroyable. Donc j'ai très hâte de lire. Puis il est pas super long, donc ça devrait être dans mes prochains. Je vais dire ça 50 fois. Mais pas 50 parce que j'ai pas acheté 50 livres, là, mais comptez pas. Pour le cimetière de la mer de Aslak Noré, je parle pas norvégien, désolée. Ce qu'elle a eu à me dire, c'est « Me semble que t'avais aimé Millennium dans le temps. » Je l'ai lu en 2007. « Si t'as aimé ça, ça pourrait te plaire, c'est trop bien. » Donc, il y a une superbe couverture. Ça aide tout le temps, hein? Je suis faible, je vous l'ai dit.
Donc là-dedans, ça semble être une fresque familiale. Il y a une famille très très riche de Norvège et la mère, qui était la matriarche, qui semble détenir beaucoup de pouvoir dans cette famille-là, se suicide en laissant plein de secrets, plein de trucs non résolus. On a alors sa petite fille qui décide de partir à la recherche de ses derniers écrits, un manuscrit qui raconterait un épisode de sa jeunesse dont elle aurait jamais parlé. Tout ça, ça se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle va partir faire son enquête, même si son père n'est absolument pas d'accord parce que, voyez-vous, ça pourrait un peu entacher l'honneur de la famille. Secret de famille, mystère, pays du Nord, ça me parle. J'avais vu aux nouvelles et un peu partout qu'il y avait un nouveau roman de Bret Easton Ellis qui s'appelle Les Éclats. Moi, celui que j'ai préféré de l'auteur, c'est Less Than Zero. J'avais aimé le film American Psycho, mais le livre, il y avait des énumérations, des énumérations, des énumérations. J'avais eu de la misère. Il paraît que celui-ci, c'est son meilleur. Là, ma mère. Bon, excusez-moi, je vous reviens une bonne demi-heure plus tard parce que maman choisit ce moment pour se laver les cheveux. Donc, ce fut long. Tu sais, j'espère juste que je répéterai pas les mêmes jokes en pensant que je les ai pas déjà racontés parce que je les ai oubliés. Ça se pourrait. Bon, me semble que j'étais en train de vous parler de Les Éclats. Et là-dedans, on a un jeune narrateur qui s'appelle Bret. Coïncidence? Je ne crois pas. Il a 17 ans et il est en train d'écrire Moins que zéro, Less Than Zero, dont je vous parlais tout à l'heure. Et avec ses amis, il a une vie sex, drugs and rock'n'roll. Sauf que là va arriver un nouvel élève dans son école qui semble avoir un secret. Est-ce qu'il serait lié à un meurtrier en série? Bref, on a un jeune héros qui est un petit peu paranoïaque, qui est confronté à tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Céline a fait dire que c'est son meilleur. Fait il faut que je le lise. Là, vous le voyez pas, là, mais j'ai une pile qui monte devant moi ici et que j'arrête juste avant que ça apparaisse à la caméra. Et le dernier roman qu'elle m'a obligée à prendre, il s'agit de Age of Vice de Dipti Kapoor, qui est un auteur indien. Elle m'a dit « Thriller and genre Bollywood ». Ça a été son coup de cœur de l'année et j'avoue qu'autrement, juste la couverture, ça m'aurait pas parlé tant que ça. Mais on est en Inde avec une famille hyper riche et on a 3 personnages qui vont se rencontrer et qui vont créer l'histoire dans le fond. C'est une histoire qui commence à New Delhi. Il est 3 heures du matin, il va y avoir un accident. Une auto qui prend un tournant trop vite, 5 personnes vont être tuées. C'est la voiture d'un homme ultra riche, mais il y a juste le chauffeur à l'intérieur qui est complètement déboussolé. Et à partir de ce moment-là, vont s'enchaîner les événements qui font le roman. Donc, on a le fameux chauffeur qui est un homme pauvre qui veut gravir les échelons. On a l'héritier de la fameuse famille et une journaliste qui va se trouver prise entre vérité et morale. J'imagine qu'il va y avoir bien de la corruption là-dedans. Il est gros un petit peu, il m'a fait peur, mais c'est écrit gros quand même. Comme je le disais, la faute à Céline. Ensuite, je suis arrêtée chez Sémaphore où j'ai pu revoir Lynn Marjolaine Roy que je connais depuis plusieurs années, que je vois dans tout plein de salons. C'est drôle, à trip patin, à trip ski, à trip littérature, on a plein de points communs elle puis moi. Et chez Sémaphore, ils ont réédité pour les 20 ans de la maison d'édition le roman qui avait fait que la maison d'édition existe. Et il s'appelle Le poids des choses ordinaires de Lise Demers. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un roman qui a été écrit il y a 20 ans, mais qui est encore extrêmement pertinent aujourd'hui. On a un éminent professeur d'université, on a un homme politique, on a une tragédienne, et il y aurait un journaliste qui menace de révéler des choses sur le pouvoir, et leurs vies vont peut-être être bouleversées. Ça nous parle-tu encore? Ça nous parle encore. Ensuite, à ce kiosque, il y avait en dédicace Éric C. Plamondon. Là, vous allez poser la même question que j'ai posée. Est-ce que c'est le même Éric Plamondon qui a écrit Mayonnaise et tout ça? Non, c'est pas le même Éric Plamondon, mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que ils se connaissent parce qu'ils viennent tous les deux de Donnacona, sont allés à la même école secondaire, et le C de Éric C. Plamondon, c'est même pas son deuxième prénom, là, c'est le prénom de son père, parce que pour les démêler au secondaire, il y avait Éric C pour Éric Clément, puis Éric, un autre pour l'autre Éric Plamondon. Donc quand il a décidé de publier un roman, il a repris le nom qu'il avait à l'école. Je trouvais ça drôle. Et ce qui est encore plus drôle dans tout ça, c'est que son recueil de nouvelles, ça traite des bizarreries du banal. Et ça, je trouve que c'est une vraie bizarrerie du banal, sauf que j'ai l'impression que là-dedans, on va aller plus dans le vrai bizarre. Genre bizarre déroutant. Et ces temps-ci, j'ai de la difficulté à lire longtemps, donc des nouvelles, c'est parfait pour moi. Et la pile monte. Roman jeunesse maintenant. J'ai ici La joueuse de sitar, c'est de Joan E. Et c'est le premier tome d'une duologie. Mais est-ce que vous avez vu cette couverture? Je sais pas si vous voyez, là, mais il y a des petits picots qui brillent. Je trouve ça trop beau. Et moi, pourquoi ça m'a tenté, c'est quand je suis allée en Chine, il y a un de nos guides qui nous avait raconté l'histoire des Trois Royaumes, qui est une légende
En fait, je pense que c'est plus de la littérature qu'une légende, je sais plus, qui est très, très, très connue en Chine, où on avait 3 royaumes qui étaient un peu en guerre. Et là-dedans, c'est une réinterprétation plus féministe de cette histoire-là. Ça peut pas me plaire. En fait, oui, ça peut pas me plaire, mais ça peut pas me tenter. On est en Chine, l'année c'est l'année 414 de la dynastie Qin. Et c'est un joyeux bordel dans les royaumes. On a 3 royaumes. Au nord, on a une espèce d'impératrice en carton, mais derrière, il y a quelqu'un qui la manipule. Au sud, on a une reine qui est vengeresse et qui veut venger sa sœur. Et au milieu, on a une seigneuresse sans terre, mais qui, elle, est très, très droite. Ça va-tu bien aller? Je pense pas que ça va bien aller. Par contre, au cœur de tout ça, il y a Zéphyr qui est une fine stratège qui va également devoir peut-être trahir, on le sait pas, et qui va rencontrer un ennemi à sa mesure. J'ai super hâte de voir ce que l'autrice a fait de cette histoire-là. L'an dernier, pour le prix des libraires du Québec, je n'ai jamais compris pourquoi les Mémoires de la forêt n'avaient pas gagné. Par contre, l'attaché de presse chez Gallimard me dit « Moi, je comprends parce que je l'ai lu, Les Sœurs Hiver, et c'est génialissime. » Fait qu'il fallait que j'essaie, et en plus, il est trop beau. Les romans chez Gallimard, les romans jeunesse, ils sont tellement beaux. Puis après la présentation qu'on a eue, je les voulais toutes. C'est pas compliqué. Ah oui, en plus, je pense qu'on est avec un auteur trans ici. Nous sommes donc dans un royaume étrange et il y a longtemps dans ce royaume-là, il y avait 2 hivers, la grande avec les blizzards et la petite qui était plutôt les boules de neige et les trucs cool. Sauf que la petite a disparu, ça ne va pas bien du tout, il y a des trolls qui volent plein d'objets et, comble de malheur, il n'y a plus personne qui rit des farces d'Alfred, le personnage principal. Un jour, l'oncle d'Alfred va disparaître dans la tempête, c'en est trop, il va partir à sa rescousse et il va voir qu'est-ce qui se passe avec les Sœurs Hiver. C'est un roman qui est très très jeunesse, je dirais la même tranche d'âge que Les Mémoires de la forêt et il y a également des illustrations à l'intérieur, je vous en montre quelques-unes. On a celle-ci dans les tons rouges et le blizzard ici. Et parfois, dans le texte, on a des petites illustrations. Il y a l'air d'avoir vraiment un renard dans ça, je savais pas. C'est mignon des renards. Je commence une autre pile. J'avais entendu beaucoup de bien, je sais plus où, je pense que c'était quelqu'un sur la chaîne de Séverine. Peut-être. Donc, cette personne-là avait parlé de Sillage de Joanne Richoux, ou encore elle avait parlé de Joanne Richoux. Je sais pas, mais quand j'ai vu le nom de l'autrice, je me suis dit « Ah, ça me dit quelque chose » et j'en ai entendu du bien. Ici, en plus, j'ai lu la 4e de couverture et ça m'a fait penser au roman Le Parfum, mais version maintenant, puis peut-être un peu moins dégueulasse. Bref, il est question de parfumerie. Donc, on a Jade qui a 19 ans, elle vient de Bretagne, elle emménage à Paris. Elle va découvrir la vie d'adulte, rencontrer des personnes qui sont pas nécessairement recommandables, mais elle va être engagée dans une grande parfumerie et à partir de ce moment-là, elle va être prête à tout pour avoir la fragrance. Vous voyez pourquoi j'ai fait un rapprochement avec le parfum? Logique. Lors de la présentation, on nous a également montré un roman de Nnedi Okorafor, qui est celui-là, qui s'appelle Sankofa, la fille adoptive de la mort. Je trouve la jeune femme tellement belle ici, avec ses traits et avec les arbres sur elle. J'ai trouvé ça trop beau. Puis même derrière, je sais pas si vous voyez, là, c'est tout travaillé dans le côté ici. C'est vraiment chouette comme roman. Je vous ai dit qu'il était beau les romans chez Gallimard Jeunesse. Hein? Puis là-dedans, ben, il y a encore un renard. En février, c'est le jour de la marmotte. Aujourd'hui, c'est le jour du renard. Alors, quand elle était enfant, le personnage principal a reçu la visite de la mort et depuis ce temps, elle a tout perdu. Elle a perdu son nom, elle a perdu le seul objet auquel elle tenait, qui était une graine magique qui était arrivée d'une pluie d'étoiles. Tout le monde la craint. On est dans un Ghana futuriste et elle cherche des réponses. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui l'attend? On me parle ici d'afrofuturisme, d'afroféminisme. Ça me parle. Je veux lire ça. Et finalement, dernier roman jeunesse qui m'a été conseillé par Jean-Baptiste cette fois, qui est Les garçons aux pieds à l'envers, les chroniques de Saint-Sévère de François Blais. C'est un roman jeunesse, il a fait un peu la manchette ici parce qu'on parlait de suicide et il disait « Oh, est-ce que ça pourrait être une incitation au suicide? » Je l'ai pas lu, je peux pas vous en parler, mais finalement, ça n'a pas été retenu tout ça. Par contre, quand on sait ce qui est arrivé à François Blais, c'est hyper triste comme thématique parce que Les chroniques de Saint-Sévère, ça devait être une série, sauf que l'auteur s'est suicidé avant de continuer la série. Et c'était tout qu'un auteur. On est donc à Saint-Sévère, qui est un mini-village, tout le monde se connaît, et il y a une jeune fille qui disparaît, la petite Joé. Notre personnage principal, c'est la petite voisine, c'est la seule qui remarque la disparition et elle y voit une occasion de faire une enquête et de resserrer encore plus les liens avec sa meilleure amie Léonie. On sait que c'est donc important l'amitié à 14 ans. Sauf que, peut-être que c'est plus grand qu'eux. Il y a un mystérieux ami d'enfance qui revient, un chasseur de démons, et ce que Jean-Baptiste me dit, c'est que jusqu'à la fin, on ne sait pas s'il y a du paranormal
ou s'il n'y en a pas. Je veux surtout pas le savoir, puis je vous le dirai pas non plus, mais j'ai hyper hâte de lire ça, je suis hyper intriguée. Graphique et bande dessinée maintenant, j'en ai juste 3. Donc, le tome 10 des carnets de l'apothicaire, c'est une petite série manga que j'adore. Puis il me manquait le dernier tome, il me le fallait. Mais là, chez Interforum, j'ai parlé à Monsieur Manga, Alexandre. Et il m'a tellement donné envie de lire de nouvelles séries de manga, là. C'est le mal, je vous dis, c'est le mal incarné. Allez à ce kiosque-là quand il est là. Il est passionné, il les connaît toutes. Puis il commence toujours sa diatribe en disant « Oh, tu sais, c'est le même auteur qui a écrit telle affaire. » Ah oui, oui, d'accord, je te crois. Bref. J'ai plein de séries notées et ça se pourrait que je vous les montre bientôt. J'ai également l'adaptation BD de La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui est un roman que j'avais adoré la narration et je suis extrêmement curieuse de voir comment cette narration-là va être passée en graphique. Je vous montre quelques planches, du début idéalement. Donc si on commence ici, ça donne ça. Et on a ce type d'illustration. Clairement, j'ai hâte de lire ça. Laisse-moi 5 minutes, maman! Et moi, je viens prendre ma douche. Seigneur, laisse-moi 2 minutes avant de prendre ta douche, OK? Et 2 minutes. 2 minutes! C'est chacun leur tour. Dernière bande dessinée que j'ai rapportée, il s'agit d'une autre adaptation et c'est ici La Princesse de Clèves que j'ai lu il y a peut-être 15 ans, avant que le président français dise que c'était de la chenoute puis que tout le monde a décidé de le lire. Bon, je l'avais lu avant. Je suis suiveuse, mais pas tant. Les adaptations de classiques en bande dessinée, c'est mon truc, je les veux toutes, j'adore lire ça. Donc ici, on a cette illustration-là. Et si je vous montre à l'intérieur, ça donne ça. Ça a été écrit au 17e. On a une jeune femme qui se veut très très pure, qui arrive à la cour et qui se rend compte que rien n'est comme il n'y paraît. J'avais beaucoup aimé le roman, très hâte de voir ça. On est rendu aux albums pour enfants et comme je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, si vous êtes encore là à ce moment-là, vous pouvez mettre un petit emoji château, parce qu'à Québec, il y a le château Frontenac, et je pense pas qu'un petit emoji carnet du visiteur qui fonctionne bien pour Salon du Livre existe. Donc, dites-moi, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que vous avez lues? Si vous avez apprécié la vidéo, un commentaire, s'il vous plaît. J'aime les commentaires. J'aime ça jaser, en fait. Et un petit pouce, ça fait plaisir. Vous pouvez donc lâchement nous abandonner et nous, on continue avec les albums. Ah oui, ceux que les albums, ça intéresse, je vais reprendre mes chroniques du dimanche où je vais parler d'un album ou d'un ouvrage très très jeunesse sur le blog moncoinlecture.com. C'était de l'autopromo. On va commencer avec les albums de chez Gallimard avec Chevalier Chouette que j'ai trouvé trop choupinou-minou, c'est trop cool. J'adore les albums jeunesse, ok? Ça se peut que je m'emporte. C'est possible. Donc, si vous voyez les illustrations, elles sont trop jolies. On est avec cette petite chouette qui a un grand rêve, qui veut devenir chevalier. Sauf que c'est une toute petite chouette et les chevaliers sont grands. Un jour, les chevaliers du château vont disparaître et petite chouette va avoir sa chance. Ça parle de croire en ses rêves, ça parle de pas si aux premières impressions parce que des fois, on a beaucoup plus en commun qu'on pense. C'est trop joli. Et je vous montre quelques illustrations. La page de garde, vous voyez, c'est trop beau. C'est pas une page de garde, mais c'est beau quand même. Il y a beaucoup de doubles pages. Et regardez le petit chevalier pris en dessous du bouclier. C'est trop choupi. Il est vraiment choupi cet album-là. Je vous l'avais dit que ça se pouvait que je devienne un peu gaga. J'ai aussi un meilleur ami d'Olivier Talek qui est venu nous parler et qui a fait des super belles dédicaces à plein de gens. Moi, j'avais pris l'album la veille, donc je l'avais pas quand il était là. Je suis mal timée, hein? C'est ça qui arrive quand on n'a pas le « d'horaire des dédicaces. C'est un nouvel album dans sa série du petit écureuil un peu névrosé qui me fait vraiment beaucoup rire. Il se pose beaucoup trop de questions. Et dans cet album, ça traite du thème du meilleur ami. Vous savez, les enfants, là, les meilleurs amis, ils tournent, hein? Ils ont un BFF par semaine et il faut qu'il y en ait juste un. C'est de ça que ça parle. Encore une fois, on a une fin ouverte comme je les aime. Les questionnements de notre petit écureuil sont tellement right on point et l'auteur était hyper sympathique. D'après ce que j'ai vu dans les commentaires quand j'ai montré ça sur Instagram, je crois qu'il y a beaucoup de fans. Je vous montre quelques illustrations. Et moi, le petit champignon, je le trouve trop champinou, comme on pourrait dire. Bref, il est cute.
Chez Gallimard, on avait Tristan ou l'ennui avec les pissenlits parce que je cherchais des albums sur les émotions. Il y en a un nouveau qui sort tout bientôt chez Gallimard et je le veux, il a l'air trop beau. Et Jean-Baptiste, qui est l'attaché de presse, m'a dit « Écoute, je l'ai pas, il est pas encore sorti, mais celui-là, il est très bien fait également. C'est un album de peu de mots. » Et on a ici un petit personnage qui s'ennuie et qui sera avalé par une drôle de bestiole qui va l'emmener dans un monde où il n'a plus aucun contrôle, le monde des émotions. Alors, on le voit débarquer, il se fait barouetter d'une émotion à l'autre. C'est comme s'il avait aucun pouvoir. Comment va-t-il faire pour se sortir de tout ça? Donc, quand on travaille avec les enfants, là, on sait que les albums sur les émotions, on n'en a jamais assez. Parce qu'une seule méthode qui va fonctionner avec tous les enfants, là, croyez-moi, ça n'existe pas. C'est de la science-fiction. Donc, il en faut plusieurs pour trouver lequel va fitter avec le petit coco qui est devant nous. Chez Scholastic, j'ai eu 2 albums d'Élise Gravel. Je suis super fan de ce que fait Élise Gravel. Je la trouve toujours drôle. Et on a ici l'album Pas moi. Je vous dis, il y a à peu près 29 mots dans l'album, mais je l'ai lu 3 fois et je les ris à chaque fois. Puis quand on lit la dédicace, on rit encore plus hein, quand ça dit que c'est pas du tout inspiré par des faits et des situations réelles. C'est trop ça. Donc, c'est un papa qui demande aux enfants de ramasser les bas par terre et ils répondent « C'est pas moi! » C'est pas moi. Et là, pas moi va être accusé, mais que va-t-il se passer? Donc, voici pas moi qui se fait accuser. Et moi, je veux un toutou, pas moi. Et là, je vous montre pas le reste parce que je veux pas vous voler le punch. Je trouve ça trop drôle. Je sais que je suis bébé, mais j'adore cet album-là. Sérieux. Ce que j'aime avec Élise Gravel, c'est qu'elle prend pas les enfants pour des cons. C'est pas tout expliqué, mais c'est facile à comprendre, là, mais c'est top. Toujours de la même autrice, on a un album qui est en toc-toc, l'autre aussi était en toc-toc, qui parle cette fois-ci de la désinformation. Donc c'est un sujet que je trouve super important chez les jeunes, qui s'appelle Alerte culotte meurtrière. Oh, est-ce une vraie nouvelle? Ici, c'est pas un conte, c'est vraiment un documentaire, mais c'est drôle. J'adore l'humour d'Élise Gravel, un peu potache, j'adore ça. Et avec tout ça, elle réussit à nous faire passer de l'information hyper pertinente. Donc si on regarde les thèmes dont on va parler, on a tout ça ici, et là, je vais les lire. Donc, c'est quoi une fausse nouvelle? Pourquoi certaines personnes inventent-elles des nouvelles? Pourquoi la désinformation est dangereuse? Qu'est-ce qui se passe quand une fausse nouvelle se répand? Pourquoi est-ce qu'on y croit aux fausses nouvelles? Et comment faire la différence entre les vraies et les fausses nouvelles? C'est important, c'est pertinent, c'est amusant, et ça, je vais vraiment le faire lire à mes neveux et nièces. Et là, ça montre des photos modifiées, par exemple. Ça montre que certaines fausses nouvelles peuvent être fort dangereuses. En effet, il faut pas, je vous le dis là, pas une bonne idée. Et on va plus loin, on se rend jusqu'au biais de confirmation, par exemple, avec les propres expériences des enfants. C'est sérieusement bien fait et je recommande. On lâche pas, j'achève. Puis c'est pas juste un book haul pour les albums, en fait, parce que je les ai toutes lus, fait que je peux vous en parler un petit peu, puis comme je vous en parlerai pas tant ailleurs sur YouTube, ben, c'est l'occasion. Est-ce que vous connaissez Mac Barnett et John Klassen? Moi, je les connais et je les adore. C'est un genre d'album qu'il faut toujours lire 2 fois. Parce que tu arrives à la fin et tu dis « OK, on recommence voir, y a-t-il un truc que j'ai manqué? » C'est clair qu'il y avait un truc qu'on a manqué, mais peut-être pas. Et les illustrations, ils ont un quelque chose que moi, j'adore. Le premier album que je vais vous montrer, il est un peu moins bizarre. Lui, quand on arrive à la fin, on n'a pas besoin de recommencer parce que c'est une réécriture d'une légende norvégienne qui s'appelle Les 3 boucs et le troll. Vous savez, c'est l'histoire du méchant troll qui habite en dessous d'un pont et il y a un tout petit bouc qui passe en haut. Et là, le troll, il dit « Oh, je vais te manger », mais le petit troll, il dit « Non, 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 ne me mange pas, je suis beaucoup trop petit. Attends, il y a mon frère après. » Bon, c'est cette histoire-là. Et comme d'habitude, elle est servie par les super belles illustrations de John Klassen. J'avoue, dans ce conte, elles sont super belles et un peu dégueu parce qu'il y a des drôles de substances. Et ça, les drôles de substances, ça fait toujours rire les enfants. Ici, c'est de la cire d'oreille. Deuxième album, Le Rocher tombé du ciel, qui a très peu de mots. Si je vous montre, là. Hop. On a des doubles pages qui n'ont pas de mots du tout et quelques mots ici, pas plus que ça. Dans cet album-là, il ne se passe pas grand-chose, sauf qu'un rocher tombe du ciel à l'endroit préféré de la petite tortue. Là, on se fait un scénario dans notre tête, hein? On dit c'est ça qui va arriver, mais non, avec Klassen, parce que c'est Klassen toute seule cette fois-là, c'est jamais ça qui va arriver. Il y a souvent un punch un peu étrange, mais moi, dans celui-là en particulier, j'ai eu l'impression que ça parlait du changement.
Mais je suis pas sûre, il faudrait que je lise un guide. Je suis jamais sûre, comme je vous disais avec la scène. Mais un changement dont on voulait pas, un changement qu'on n'a pas le choix d'accepter, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui pourrait arriver et finalement qu'est-ce qui va arriver. Mais je suis peut-être dans le champ parce que je suis trop pognée avec mes énormes changements à l'hôpital qu'il faut gérer au quotidien, puis je vois du changement partout. Ça se pourrait aussi. Un autre tout petit album chez Scholastic qui s'appelle Le Rose, c'est pour qui? Moi qui adore le rose, je voulais cet album-là parce que je me suis dit qu'il allait avoir des super jolies illustrations roses dedans. J'ai bégayé, c'est pas grave, je recommence pas ma phrase, ça me tente pas, ça fait 4 fois déjà. En fait, j'ai pas bégayé, j'ai oublié un R. Quelle analyse de push pour une orthophoniste. Alors, en effet, on a plein de jolies illustrations roses et ce que ce livre dit, c'est Do what the hell you want. Tu veux porter du rose, tu aimes le rose, tu aimes ça, tu aimes pas ça. On s'en fout, bref, fais ce que tu veux. Et moi, j'aime surtout la page avec la petite astronaute avec une combinaison rose. J'aime ça. Que voulez-vous? Pink Power. Un nouvel album chez Scholastic qui s'appelle 11 Mars et c'est de René Robitaille et Christiane Battu. Et c'est l'histoire d'une petite chouette qui cherche ses lunettes et qui va demander à différents animaux, mais ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent jamais rien. Parce qu'à chaque fois, ils lui répondent avec une drôle de phrase. Et ce, en plusieurs langues. Et là, j'ai besoin de la lire, celle-là. Can you can a can as a canner can a can? Et ça, c'est la canne. Le serpent lui répond, combien sont ces 6 saucissons-ci? Et les manchots empereurs, ton thé-ta-t-il au thé-tatou? Mais pourquoi tout le monde parle comme ça? Donc, on a des virelangues, des tongue twisters, on a des rimes, on a toutes sortes de trucs, on a une structure qui est très très répétitive. C'est peut-être un petit peu long, mais les illustrations sont super belles. On a ici des petites lucioles, des crocodiles, c'est super coloré, donc ça attire l'œil. Le dernier album dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de L'énorme appétit de Doña Esmeralda de Melissa de la Cruz, qui est une autrice qui a écrit plusieurs livres jeunes adultes. Et ici, elle veut rendre hommage à la nourriture de son enfance aux Philippines. Et ce qu'elle nous raconte, c'est un peu l'adaptation d'un conte des Philippines où il y avait une Doña espagnole. On se rappelle que les Philippines ont été colonisées par l'Espagne, donc on comprend le rapport. Et il me semble que la Doña, elle aspirait le sang dans l'histoire originale. Mais ici, elle aspire pas le sang, elle aspire la bouffe, les restants, la bouffe que les jeunes enfants ne veulent pas manger. Sauf que va-t-elle s'en contenter? Là-dedans, là, même moi, j'ai appris du vocabulaire. Il y a plein de noms de plats et de bouffe qu'il a fallu que j'aille googler parce que j'avais aucune idée c'est quoi. Puis là, en plus, quand je l'ai lu, j'avais faim. J'avais rien à manger parce que je cuisine comme un pied. On n'a pas une vraie structure répétitive, mais un petit peu quand même. Il y a beaucoup d'adjectifs là-dedans. L'autrice se permet des petits commentaires entre parenthèses et c'est quand même assez drôle. Donc voilà, j'ai fini la grosse pile que je vous ai montrée au début. Je vous ai parlé de tout, parce que je suis tellement ouverte. Je ne cache rien, moi. Mine de rien, ça a été hyper long à filmer. J'ai été interrompue 12 fois. Mais bon, maintenant, je peux entrer tout ça dans mon super tableau Excel et les ranger au grand plaisir de ma mère. Donc, dites-moi tout. Est-ce que ça vous intéresse quand même un petit mini peu si je vous parle des albums que je reçois comme ça en vidéo? Si vous êtes encore ici, en plus de l'emoji... Merde, c'est quoi que j'ai demandé comme emoji? Tout va bien. Je vous ai dit que j'avais filmé une éternité. Ah oui, un château. Donc, en plus de l'emoji château, vous me mettrez un emoji petite culotte. Je suis certaine que ça existe. Si vous êtes encore avec moi après cette myriade d'albums. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne lecture et à la prochaine!